Donc je prends la suite. On peut, à la suite de ce que tu viens de dire, on peut se demander quelles sont les formes de ces nuages, ces clouds qui sont venus recentraliser sur de grandes plateformes nos contenus et nos logiciels. Donc l'histoire spatiale des data centers, elle commence dans les années 90, comme tu disais. Alors, d'abord sans forme, mais ensuite en s'intégrant dans des bâtiments anciens. Ici, par exemple, on voit l'exemple de Hillsborough, dans la banlieue de Portland, où ce sont des anciens bâtiments de l'industrie électronique qui ont été transformés en data center. Ici, à Santa Clara, dans la Silicon Valley, même cas. On a aussi des data centers qui s'installent dans les anciens centraux télécoms des villes. Ici, à New York, l'ancien siège de AT&T, l'ancien siège de Western Union, dans le Lower Manhattan. Donc on a ces transformations. Ou encore à Paris, alors de façon un peu moins grandiose, mais c'est les anciens bâtiments à structure métallique qui étaient dédiés à la presse, au textile, aux grands magasins. Ici, dans le Sentier, on a pas mal de data centers. Au milieu, ici, on a un des plus gros points d'échange Internet qui est à Voltaire, à côté de la mairie du 11e, dans un ancien grand magasin. Donc, on passe devant. Effectivement, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc l'avantage de tous ces bâtiments, à cette époque, ça a été d'être construits pour supporter des très lourdes charges, d'être aussi très bien connectés. Et ce sont en fait des denrées rares qui ont été très vite accaparées dans les années 90. Donc on voit que les data centers sont présents malgré des coûts immobiliers élevés, y compris jusqu'au cœur des métropoles mondiales et aussi dans leurs périphéries immédiates. Dans les années 2000, on a une deuxième étape, et plus encore au début des années 2010, avec l'explosion du cloud. Là, on a se développe une construction de bâtiments neufs, dédiés au stockage et au traitement des données, et qui sont conçus comme des produits immobiliers avec des retours sur investissement très rapides. Il faut en effet noter que les grands opérateurs de colocation, c'est-à-dire l'hébergement de données pour tiers, comme Digital Realty, Interxion ou Equinix par exemple, sont des entreprises immobilières avant tout, et non pas des entreprises de l'informatique. Donc on a des produits standardisés dans le monde entier, de data center, et en regard de tout cela, architecturer un data center, ça n'est considéré que comme une dépense supplémentaire qu'on cède si la collectivité d'implantation en fait la demande. Il n'y a donc toujours pas beaucoup d'architecture dans la Smart City, dans ces infrastructures, mais surtout des produits en série. Et on a beaucoup d'entrepôts qui se développent comme ça. Ici, c'est Microsoft à Santa Clara, comme des gros entrepôts sur le mode de la boîte à chaussures, avec une enveloppe qui finalement ne suggère pas du tout l'importance stratégique de leur contenu. À une plus grande échelle, c'est à la typologie de l'usine à laquelle on peut penser. Et ici, on a le premier data center de Google à The Dalles. Donc, on est dans la vallée de la Columbia River, dans l'Oregon. Donc, il s'est installé à la place d'une ancienne usine d'aluminium. Ou ici, Amazon à Umatilla, non loin de Google, également, juste à côté de la manne hydroélectrique, évidemment, de la Columbia River. Cependant, certains data centers font quand même un effort en termes d'intégration architecturale. À gauche, ici, Facebook, et à droite, juste en face, en réalité, de l'autre côté de la route, Apple à Prineville, aussi au cœur de l'Oregon. On a à Santa Clara ces exemples, CoreSite, ici à Hillsborough, à côté de Portland, Adobe, qui a été fait par l'agence Gensler, une grande agence d'architecture américaine, ou plus spectaculaire encore, ici, le data center d'Equinix à Dallas, qui pourrait s'être inspiré du Crystal Palace peut-être. Donc, nous, la question qu'on s'est posée aussi, c'est finalement, au-delà de la question architecturale, comment ces data centers, comment ces infrastructures ont impacté les territoires. Finalement, ce développement des data centers dans les années 90 a complètement consolidé les hiérarchies urbaines qui étaient déjà existantes, en renforçant la polarisation métropolitaine, et ça pose aussi la question de la persistance des territoires servant des métropoles. Aujourd'hui, en Europe, on a 4 points d'échange Internet majeurs. C'est Paris, Francfort, Londres et Amsterdam, ce qu'on appelle le FLAP. Et ce sont aussi là où on trouve les concentrations principales de data centers et les grandes places financières européennes. On a la même chose pour les États-Unis, où finalement les plus grosses concentrations sont près de Washington, dans le comté de Loudoun, dans la Silicon Valley et aussi à New York. Donc on a en fait polarité urbaine, connectivité et infrastructure numérique qui se conjuguent.
historiquement fondée évidemment sur le réseau télécom, hein, qui suivait aussi déjà les hiérarchies urbaines. Ainsi, si on se repenche sur la question de Santa Clara dans la Silicon Valley, c'est 50 data centers sur son unique territoire, donc au service de la Silicon Valley. À Plaine Commune, on a également la plus grosse concentration, ça c'est très connu, de data centers, grâce à la puissance électrique héritée du 19e, doublée d'une très bonne connectivité puisque la fibre passe le long de l'autoroute A1, mais aussi de grandes parcelles libérées par la désindustrialisation. Donc dans ces territoires, en fait, meilleure est la connectivité, plus les data centers s'installent, plus la connectivité s'améliore, puisque de nouveaux opérateurs arrivent. Donc on a vraiment un phénomène de concentration spatiale, et ça, qui se mène en fait en parallèle d'une concentration aussi du marché des data centers de colocation. On parle surtout de data centers de colocation et des GAFAM, parce que c'est ceux pour lesquels, à vrai dire, on a le plus d'informations. Il y a beaucoup de data centers d'entreprises qui existent, mais c'est beaucoup plus secret. Donc on a voilà, un marché qui se consolide et des espaces qui se concentrent. Les plus rares data centers de très grande échelle, comme Facebook et Apple que je vous ai montré juste avant, ceux qui sont implantés dans la campagne, en fait, ils peuvent se permettre d'être loin des points d'échange Internet majeurs parce qu'ils ont leur propre fibre en fait, qui les connecte très vite à ces points. Donc la connexion rapide compense l'éloignement physique. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que toutes ces infrastructures stratégiques de stockage, elles restent fortement mêlées à la vie urbaine, dans des formes très diverses, et cela va s'intensifier. Aujourd'hui, donc, on a un certain nombre d'éléments prospectifs hein, sur la place du numérique dans nos villes, sur l'Internet des objets, tu en as parlé tout à l'heure, sur les véhicules sans conducteur, plus largement sur ce modèle de Smart City, et on annonce une augmentation des besoins en stockage et en traitement local des données, avec tous ces objets qui seront au plus près des métropolitains, en fait, surtout. Hein. Donc tout ça va se concentrer en zone urbaine, là où se concentrent les usages. Donc on a un certain nombre d'éléments qui nous font dire que des petits data centers relais, ce qu'on appelle les edge data centers, viendront bientôt démultiplier cette connectivité en zone dense. Et ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de la question des données, ce phénomène d'éclatement de l'infrastructure au cœur des villes, elle peut concerner aussi la puissance de calcul, puisqu'en fait, on a aujourd'hui, comme vous voyez ici, des chaudières numériques ou des radiateurs numériques qui font du calcul, notamment pour les industries de la 3D et du jeu vidéo, et qui sont exposés, on va dire, dans plein de petits territoires jusqu'au cœur des bâtiments, jusqu'au cœur des appartements même. Donc on a une diversité voilà, de plus en plus grande en fait, de la question du stockage et du traitement des données, qui témoigne de l'intégration physique massive des données dans les territoires. Mais donc paradoxalement, à l'imaginaire de la dématérialisation qui est inscrite dans la tradition de l'utopie cybernétique dont tu parlais tout à l'heure, et qui a fait de la Smart City une sorte de territoire magique où les flux circulent sans physicalité, ben, comme vous le savez, rien n'est plus consommateur en fait, d'espace et d'énergie que les technologies numériques. Tu citais cette étude effectivement tout à l'heure de Andrae Edler, qui sont des chercheurs basés à Stockholm, qui nous rappellent que donc, en 2013, le numérique c'était 7% de la consommation d'électricité mondiale, et le pire, le plus pessimiste des scénarios, effectivement, c'est 51% de l'électricité mondiale pour le secteur informatique dans sa totalité, ce qui veut dire, enfin, ces trois éléments, c'est les réseaux, les terminaux informatiques et les data centers. Donc, face à ces enjeux, aujourd'hui, on a deux modèles. Alors, c'est un peu caricatural, mais deux modèles qui semblent s'esquisser. On va dire la ville des big tech, GAFAM d'une part, et une ville plus pair à pair, collaborative de l'autre. En effet, ce projet de Smart City est accompagné par ses plus efficaces ambassadeurs et extractivistes de données que sont les GAFAM. Il participe à transformer profondément non seulement l'économie et les pratiques sociales, mais aussi les espaces et l'infrastructure numérique. Au-delà des services majeurs que ces firmes ont développés, hein, on les connaît, les moteurs de recherche, la vente en ligne, la cartographie, les réseaux sociaux, etc., elles partent aujourd'hui à l'assaut de l'architecture des villes et des territoires avec la donnée comme monnaie d'échange. Ah oui, ça c'était... Bon, j'en ai raté une. Donc ici, on voit une image du futur quartier que Google est en train... Sidewalks Lab, la filiale urbanisme dédiée à la Smart City de Google, un quartier qu'elle va réaliser à Toronto, dans une zone portuaire, et où elle va développer finalement un peu
à une échelle de quartier ce rêve de la Smart City qui est finalement collecter les données, les traiter en temps réel, ajuster le projet et de nouveau les traiter comme ça pour optimiser en permanence le fonctionnement du quartier de A à Z. A à Z, c'est Alphabet, le nom aussi du groupe Google. Apple, par ailleurs, développe aux États-Unis une filiale énergie qui s'appelle Apple Energy, qui est agréée par l'État américain afin de pouvoir contrôler son propre approvisionnement énergétique. Facebook et Microsoft se positionnent fortement sur le développement de l'énergie et des micro-réseaux électriques, sur leur propre site, mais aussi ailleurs. Et cette diversification des GAFAM vers les services urbains, bien qu'elle ne soit pas complètement nouvelle, on la connaît bien maintenant, elle pose plutôt question par rapport à la convergence aujourd'hui de leur position monopolistique sur la collecte, le stockage des données, mais aussi sur les logiciels, le commerce, la communication, les médias, la culture, c'est-à-dire tous les échanges de biens et d'informations, des contenus jusqu'au réseau de diffusion et les espaces de stockage. C'est assez questionnant. Et cette volonté d'incarner un idéal de performance à travers un nouveau quartier comme celui-ci, ça monte aussi d'un cran leur prétention à concurrencer en quelque sorte les collectivités locales, en tous les cas au Canada. Enfin, les collectivités locales dans la dimension fabrique urbaine, évidemment. D'autres modèles sont possibles et d'autres modèles s'esquissent et sont déjà esquissés depuis un certain temps. Ici, je vous dirai ce à quoi correspond cette diapo, mais il y a de plus en plus de mouvements de réappropriation aussi de l'infrastructure Internet au niveau citoyen et associatif. Ça reste peu visible, mais on a tout ce mouvement qui s'inscrit dans la philosophie des logiciels libres et aussi d'un Internet né sous des auspices non commerciaux à l'origine. Donc on a quelques exemples seulement. Ici, on voit le Red Hook, c'est un quartier à Brooklyn, où face aux questions de résilience, notamment depuis Sandy en 2012, un Wi-Fi citoyen a été développé avec des jeunes du quartier qui sont formés à la gestion de ce réseau. On a aussi un Wi-Fi citoyen très, très développé en Catalogne qui s'appelle le Wi-Fi. De plus en plus de FAI, donc de fournisseurs d'accès Internet citoyens, se développent. En Ile-de-France, on en a un qui s'appelle francilien.net, qui permet aussi de faire de l'auto-hébergement. Donc, ça reboucle aussi avec la question des data centers, c'est-à-dire il y a des façons d'auto-héberger ces données et d'avoir aussi une conscience plus nette de la place qu'on prend avec nos données. Des solutions de cloud peer-to-peer émergent aussi avec des logiciels comme SlapOS ou encore Cozy Cloud. Et des expérimentations se dessinent, notamment avec des micro-data centers plus low-tech, autonomes et gérés localement. Et c'est notamment un cas qu'on a vu à l'université Rutgers dans le New Jersey. J'ai presque terminé. Voilà. Donc, sur ces modèles-là, à défaut du monde de la banque et de la finance, qui représentent aujourd'hui une part prépondérante du trafic Internet, ces opportunités plus collaboratives, plus citoyennes, nous semblent intéressantes pour la société civile, les associations, l'économie sociale et solidaire ou les collectivités locales, pour reprendre aussi la main sur ce commun qui est Internet. Et l'accompagnement des territoires dans un accès à un Internet libre et ouvert, pour nous, est aussi indispensable qu'une réflexion plus large sur l'objet data center. On en aura de plus en plus dans nos territoires. Il y a eu un article très récent qui disait qu'en France, on allait, d'ici 2025, accueillir 20 très gros data centers supplémentaires. Donc, tout ça, cette réflexion plus large et partagée entre collectivités, opérateurs énergétiques, opérateurs de data centers doit être développée pour mieux mesurer son impact environnemental, notamment au regard de la plus-value sociale attendue, et pour aller vers des pratiques numériques plus raisonnées, sobres et décroissantes. Voilà.